Bonjour à tous, RTI 1 vous informe dans les titres de ce 1er août 2024. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne a été reçu mercredi par le chef de l'État au palais présidentiel. Le diplomate espagnol est venu faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Une journée remplie pour le chef de l'État qui a également accordé une audience à la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, Yassine Fall. Dans quelques jours seulement, la Côte d'Ivoire va célébrer l'an 64 de son existence, un grand moment qui sera marqué comme à l'accoutumée par un défilé militaire et civil. C'est l'autoroute du Grand Bassam qui accueillera les festivités. Plus de 4000 personnes prendront part au défilé devant le chef de l'État et ses invités. Et puis au Soudan, le chef de l'armée du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan, a échappé à une tentative d'assassinat hier mercredi dans l'est du pays. Selon un communiqué de l'armée, deux drones ont mené une attaque sur une base militaire dans l'état de Mer Rouge où se trouvait le général. Au moins 5 personnes ont été tuées dans l'attaque qui a fait plusieurs blessés. Merci de regarder RTI 1. Il se tient ce jeudi 1er août 2024 un conseil des ministres au palais de la présidence de la République. La rencontre est dirigée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un point détaillé de la rencontre vous sera fait aux éditions de 20h et de 23h sur RTI 1. Je vous le disais au début de ce journal, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Mercredi, Rafael Soriano Ortiz a été reçu en audience par le chef de l'État à qui il était venu faire ses adieux. Le président Alassane Ouattara recevait aussi un émissaire du président Bassirou Diomaye Faye. La ministre des Affaires étrangères Yassine Fall est à Abidjan dans le cadre de la 10e session de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Un compte rendu d'Alexis Ouedraogo. Au palais présidentiel ce mercredi, le chef de l'État Alassane Ouattara reçoit Rafael Soriano Ortiz, ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. En fin de mission, le diplomate salue la qualité de la coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire évolue dans une sous-région bouleversée et sous le leadership du président Ouattara, consolide sa position de pays phare, caractérisé par la stabilité politique, un climat apaisé et de réconciliation nationale. Et sur le point économique, la Côte d'Ivoire joue un rôle fondamental comme locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons déjà une quarantaine d'entreprises espagnoles installées en Côte d'Ivoire, 700 millions d'échanges chaque année. Et nous avons aussi d'importantes contributions de coopération financière espagnole en Côte d'Ivoire. Mais je crois, et je reste optimiste, que la situation va beaucoup s'améliorer dans les années à venir. Je quitte la Côte d'Ivoire. Je disais à son Excellence, Monsieur le Président, que la Côte d'Ivoire ne me quittera jamais, avec un sentiment d'amitié, de solidarité et de volonté de renforcer une relation privilégiée qui existe depuis longtemps. Deuxième audience du jour, c'est accordée à la chef de la diplomatie sénégalaise. Présente à Abidjan dans le cadre de la 10e session de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, Yassine Fall est venue réaffirmer l'engagement de son pays à renforcer la coopération existante. Nous sommes donc venus payer nos respects au président et aussi écouter ses conseils et son soutien pour l'organisation de cette commission mixte qui relance en fait la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La commission mixte ne s'est pas tenue depuis 10 ans et aujourd'hui nous sommes venus avec tous les experts des ministères techniques sénégalais rencontrer les ministères techniques de la Côte d'Ivoire pour discuter de comment renforcer les liens de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En 2023, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont atteint 247 milliards de francs CFA. Le vice-président de la République est quant à lui en Mauritanie. Tiemoko Méliet Koné est arrivé à Nouakchott ce matin du 1er août. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre mauritanien et une délégation ivoirienne présente dans la capitale. Tiemoko Méliet Koné est accompagné du président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo. Le vice-président est en Mauritanie pour représenter le chef de l'État Alassane Ouattara à la cérémonie d'investiture du président Mohamed Ould El Ghazouani.
Créé le 27 juillet 1960, il souffle aujourd'hui sur l'armée de Côte d'Ivoire un vent de renouveau. Elle organise depuis 2019 une cérémonie d'hommage aux valeureux soldats de la République et aux disparus. En toile de fond, il s'agit de rapprocher davantage la population de cette armée qui incarne les valeurs républicaines. L'édition 2024, débutée le 27 juillet dernier, a été couronnée par une cérémonie solennelle qui a vu la participation du chef du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mambé. On en parle avec Franck Quadio. Atmosphère festive et rigueur militaire, tradition confirmée une fois de plus ce mercredi 31 juillet, c'est la fête des armées et la place d'armes de l'état-major général est le théâtre de la célébration solennelle. Depuis le 27 juillet, la Grande Muette s'exprime et s'ouvre aux populations dans le cadre de cet élan du souvenir des plus braves tombés au champ d'honneur et d'hommage aux fiers défenseurs de la République. 5 éditions déjà que l'armée ivoirienne célèbre, ses mutations successives, elle qui fête ses 64 années d'existence, comme une répétition du 7 août avant l'heure, revue des troupes, puis défilé en présence du chef du gouvernement Robert Begré-Mambé à ses côtés, le ministre d'État, ministre de la Défense et le chef d'état-major général, accompagné de l'ensemble des différents commandements de l'armée du Côte d'Ivoire. Depuis l'édition 2023, l'armée ivoirienne continue de rayonner à l'extérieur, renforcer ses capacités, adapter sa posture et son format. À ce jour, ce sont plus de 250 casques bleus ivoiriens qui sont déployés en Centrafrique, quand une cinquantaine de casques blancs portent le flambeau des armées ivoiriennes en Guinée-Bissau. Leurs devanciers, désengagés du Mali, ont été déclarés meilleurs bataillons du secteur ouest de la MINUSMA. Cette progression qualitative est l'œuvre de ressources humaines de qualité dont la gestion est en perpétuelle optimisation. Au bilan, le lien entre les armées et les populations s'améliore et se renforce. Il est certainement temps de s'apercevoir que l'armée rebâtit la confiance et dissipe la méfiance au fil des années. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara s'est voulu galvanisateur. L'État est à l'écoute de son armée et accompagne son plein épanouissement. Cette année, les forces armées de Côte d'Ivoire ont décidé d'aller à la conquête de leur fierté. Nous nous en réjouissons. En choisissant ce thème, elles veulent affirmer ici, haut et fort, à son Excellence le Président de la République, chef suprême des armées, et au peuple ivoirien, que les investissements de ces dernières années leur ont permis de conquérir leur dignité de soldats. En effet, le chef de l'État et les gouvernements successifs de sa magistrature ont toujours œuvré pour améliorer les conditions de vie et de travail de l'ensemble des personnels de ces armées. On peut citer les travaux de construction et de réhabilitation des casernes qui ont créé un environnement propice au bien-être de nos soldats, les réformes institutionnelles et structurelles entreprises depuis une dizaine d'années qui ont contribué au renforcement de la discipline au sein de la troupe et des liens armée-nation. Journée hommage et journée de souvenir, les dévanciers n'ont pas été oubliés. À cette célébration, de même, les soldats blessés dans l'exercice de leur mission, sans oublier ces civils, entrepreneurs et partenaires qui ont soutenu l'édification de l'armée ivoirienne. Tous ont reçu des distinctions, médailles or, argent et bronze. Il y a aussi le clou de la cérémonie, un dépôt de 2 gerbes de fleurs par le Premier ministre et le ministre de la Défense, ici, sous les pieds du soldat inconnu. Une matérialisation vivante et vivace du thème de l'édition 2024 qui sonne comme un slogan à la reconquête de notre fierté. Et c'est dans cet élan que le 7 août prochain, la Côte d'Ivoire indépendante va célébrer ses 64 ans. Les festivités se tiendront sur le boulevard du péage du tronçon de l'autoroute internationale Abidjan-Lagos, dans la commune de Grand-Bassam. L'heure est au dernier réglage avec au menu plusieurs séances de répétition. Pour le défilé militaire, il est prévu un effectif total de 4 595 agents de forces de défense et de sécurité. Au niveau des civils, seront mobilisés un peu plus de 3 000 personnes. Une fusion entre armée et population, selon notre reporter Walter Amadou Ouattara.
Sont ainsi lancées les séances de répétition pour le défilé militaire et civil de la commémoration de l'an 64 de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. C'est donc la ville de Grand Bassam qui a été choisie pour abriter l'ensemble des festivités. 4 activités majeures ont donc été retenues. Un match amical de football qui se déroulera le mardi 6 août au lycée d'excellence Alassane Ouattara. La retraite au flambeau dans la soirée du mardi 6 août dans les artères. Un concert géant toute la nuit du mardi au stade de Grand Bassam. Un défilé militaire aérien, pédestre et motorisé, suivi d'une démonstration de saut en parachute sur l'autoroute de Grand Bassam. Cette mobilisation des FDS et civils invités donne déjà une idée de ce qui va être la cérémonie officielle du 7 août prochain. Ce qui concerne la participation nationale, c'est donc un effectif de 4 595 FDS et corps paramilitaires, lycée d'excellence, école de formation professionnelle et structure de resocialisation, de construction civique. Il s'agit environ de 794 personnes. Le terme, jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne. Rappelle la nécessité pour les FDS de préserver les relations fusionnelles qui existent entre elles et cette frange de la population. Issus des établissements scolaires et de formation professionnelle d'excellence du pays, ces jeunes sont fiers de défiler pour la nation. Déjà, c'est un honneur et une fierté de défiler pour mon école et pour ma nation. Ce que j'aimerais passer comme message, c'est de travailler dur à l'école parce que les temps deviennent très compliqués de nos jours. Et je pense que sans les études, on ne va pas s'en sortir. Et les études aussi nous apportent un changement de mentalité pour la suite. Avant, quand nous étions spectateurs, ça faisait plaisir de voir les corps de l'armée défiler. Mais aujourd'hui que nous sommes acteurs, vraiment, ce n'est pas facile avec assez de stress, vu que c'est la première fois. Avec plus de sérénité, nous pensons que nous pourrons y arriver. Sont également attendus 3 nations, dont la Chine. On parle maintenant de coopération avec l'ouverture à Abidjan de la 10e réunion des experts de la Grande Commission mixte Côte d'Ivoire-Sénégal. La rencontre marque une nouvelle étape dans les relations entre nos deux pays. La rencontre qui s'achève ce 1er août va passer au peigne fin les accords passés et explorer de nouvelles pistes de coopération. Les détails avec Sidonie Davila. Avec 37 accords déjà en vigueur, cette 10e réunion des experts de la Grande Commission mixte Côte d'Ivoire-Sénégal a pour objectif de faire le point sur les réalisations passées et d'identifier les domaines nécessitant une attention particulière. Cette réunion préparatoire à la Grande Commission mixte qui se tiendra du 31 juin au 1er août est essentielle pour assurer la continuité et le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Il s'agira surtout pour nous de dresser le bilan de notre coopération et surtout d'explorer de nouvelles perspectives susceptibles de renforcer davantage et de diversifier nos relations au bénéfice de nos économies et du bien-être de nos populations, conformément aux instructions de nos 2 chefs d'État. Également, les accords que nous allons signer nous permettront de mutualiser donc nos avantages comparatifs. Nos autorités et nos peuples respectifs attachent du prix au renforcement permanent de la relation d'amitié. Donc nous participons aux travaux préparatoires de cette 10e session de la commission mixte avec cet esprit de fraternité, cette confiance. Et nous pensons que cette session de la commission mixte sera une occasion de propulser davantage le partenariat stratégique. Le potentiel inexploité de la coopération est énorme. Et c'est ça le défi. Les conclusions des travaux de cette 10e réunion préparatoire des experts serviront de base pour la Grande Commission mixte. Cette commission a été établie pour favoriser la coopération dans divers domaines tels que l'éducation, la santé, la sécurité et la culture. Plusieurs experts comptables et avocats assermentés ont prêté serment la semaine dernière au tribunal de première instance de Bingerville. Ils ont obtenu leur feuille de route. Ils devront exécuter des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. On en parle avec Jean-Michel Quadio et Léon Blou. Tribunal de première instance de Bingerville, 15 heures, fixées pour la prestation de serment des mandataires judiciaires, la première du genre. Quelques minutes avant,
Entrée en salle d'experts comptables et avocats, écharpe au cou, Siaka François et son collègue se projettent. Nous avons été conviés donc à cette cérémonie, première cérémonie de prestation de serment. Pas trop d'appréhension, l'organisation a été bien coordonnée et nous pensons que la cérémonie se passera très bien. Je le jure. Je le jure. Se veut le symbole d'une mission à accomplir avec dextérité. Mandataire judiciaire assermenté désormais, que de joie qui vogue entre reconnaissance et fierté. Nous avons été vivement conseillés par les autorités judiciaires. Nous avons pris bonne note et nous comptons mettre en œuvre toutes les exigences de la loi par rapport donc à notre mission. Loyauté, impartialité et efficacité, les maîtres mots de ces 60 impétrants. Leur tâche, gérer les difficultés des entreprises. Concrètement, il s'agit de représenter les intérêts des créanciers dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. On va aider ces entreprises-là à apurer leur passif, donc désintéresser les créanciers qu'ils ont, désintéresser les salariés, désintéresser tous les passifs, en tout cas tous les détenteurs de passifs qu'ils pourraient avoir, pour après faire le point, savoir si à la fin de cette opération, cette entreprise est viable ou si on doit l'emmener à la liquidation. En 2023, ce sont 200 entreprises en difficulté et 95 liquidées. Des experts du domaine du digital ont décidé de partager leurs expériences en la matière face à l'évolution du numérique dans nos habitudes de consommation. Ils viennent de lancer un forum. Objectif, apporter leur contribution dans l'espace public numérique africain. Le reportage d'Olivier Kra dans un commentaire de Jean-Marc Djadji. Accompagner l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes dans le numérique. Voici le thème qui fait l'objet d'échanges entre étudiants, chefs d'entreprise et experts de la technologie. Un projet nourri par des formateurs aux métiers et technologies du digital. C'est le lieu pour nous de remercier chaleureusement et grandement le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour leur soutien institutionnel dans l'organisation de ce forum. Ils nous ont présenté aujourd'hui beaucoup d'initiatives en faveur des femmes, des jeunes femmes en particulier, et aussi pour le bien-être de ces femmes, que ce soit ou celles qui s'engagent dans le domaine entrepreneurial ou dans le domaine de l'insertion professionnelle par l'employabilité. Le plan B vraiment donne une formation digitale pour aider les jeunes en général et les femmes en particulier. Nous pensons que c'est une belle initiative à encourager et le ministère soutient pleinement cette activité-là. À l'issue de cette séance de partage d'expériences, les formateurs au digital se sont engagés à faciliter les relations entre recruteurs et demandeurs d'emploi pour une amélioration des performances des entreprises du numérique. Yamoussoukro, première ville connectée en Côte d'Ivoire, c'est une initiative du district autonome de Yamoussoukro qui met à la disposition des populations et des jeunes, notamment Internet gratuit. Le projet pilote baptisé 8A, Soleil en Baoulé, dans sa phase active, avec 7 quartiers à connecter, 3 quartiers le sont déjà. Et c'est déjà un bonheur pour les bénéficiaires de naviguer à satiété. C'est ce que nous rapporte Eugène Atoubé. Entre le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro et la jeunesse dans toutes ses diversités, c'est le « Je t'aime, moi aussi ». Illustration, ce grand projet à son bénéfice baptisé Star City est implémenté dans la cité des lacs. Désormais, tous les jeunes de Yamoussoukro ont un accès illimité à Internet et c'est gratuit. Dès que je suis arrivé à mon lieu de service ce matin, j'ai vu que mon téléphone signalait un truc, donc il rentre là-dessus, il voit UA. Il écrit dessus, c'est un Wi-Fi. Et la connexion est tellement rapide, on me dit de même, mais qui a envoyé ce truc-là? On dit que c'est le ministre-gouverneur qui nous offre ça au 220, pour la jeunesse de 220 précisément. Vraiment, c'est une fierté pour moi de me connecter à chaque fois quand j'aurai des recherches à faire en cas d'un besoin de recherche sur une panne d'un véhicule. Pour l'heure, seuls 3 quartiers de Yamoussoukro sur les 7 ciblés sont desservis. Ce sont Millionnaire, Habitat et 220 logements Carrefour du Bonheur.
des secteurs avec lesquels s'ouvre la phase pilote du projet Star City. Le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, face aux journalistes, annonce sa volonté de démocratiser l'accès à Internet dans un contexte où le numérique devient une exigence. Le réseau s'appelle WIA, W-I-A. En baoulé, ça veut dire soleil. Nous voulons mettre le Wi-Fi à haut débit gratuit à la disposition des gens. Notre cible, ce sont les démunis et les élèves. Si vous avez un téléphone portable, si vous avez un ordinateur portable, si vous avez un PC chez vous, vous pouvez nous connecter. Et de Yamoussoukro, vous branchez sur la bibliothèque du Congrès aux États-Unis ou sur l'Institut national des archives à Paris. Donc c'est une ouverture de l'esprit qu'on veut apporter aux populations de Yamoussoukro. Augustin Thiam veut faire de Yamoussoukro, capitale politique, la première ville connectée de Côte d'Ivoire et de la sous-région. D'ici à 2025, rassure le ministre-gouverneur, tous les quartiers de la Cité des Lacs seront connectés au Wi-Fi haut débit. La responsabilité des jeunes dans le processus électoral était récemment au cœur d'une rencontre à Abidjan. Plusieurs jeunes leaders ont été instruits sur le mode et le déroulement du voting. L'éclairage de Sidonie Davila. La Jeune Chambre internationale d'Abidjan, en quête de savoir, s'abreuve de connaissances en matière électorale. Tous attentifs, les membres de la JCI d'Abidjan ont suivi avec un grand intérêt la formation dispensée par le directeur des études et de l'éducation civique, représentant le président de la CEI. Il était important pour la commission électorale de répondre positivement à cette invitation de la Jeune Chambre internationale Abidjan, qui s'inscrivent massivement sur la liste électorale, car ne sont invités au débat électoral principalement que ceux qui sont électeurs. À la grande satisfaction des responsables de la JCI, le thème de la responsabilité des jeunes dans le processus électoral, minutieusement analysé, aura permis de renforcer l'engagement civique des jeunes participants. Après réflexion, nous disons que il est primordial que la jeunesse ivoirienne soit au cœur du processus électoral en ayant les outils nécessaires pour pouvoir faire face à toute velléité à l'horizon 2025. La Jeune Chambre internationale Abidjan, par cette thématique, nous permet de faire la promotion des devoirs humains des jeunes leaders et surtout de travailler à ce que, de par notre action, nous puissions avoir un processus électoral abouti et réussi. Au regard du contenu du thème qui a été débattu et de la portée du thème. Je pars d'ici satisfait parce que nous avons touché la cible qui est la jeunesse. La JCI d'Abidjan, qui compte plus de 2000 membres, s'est fixée pour mission de contribuer à l'établissement d'une paix durable et cette formation s'inscrit parfaitement dans cet objectif. C'est un réseau de santé qui vise à intégrer plusieurs mutuelles. Le tout premier microsystème a été lancé à Abidjan. Sa mise en œuvre a été rendue possible grâce au programme d'appui aux stratégies sociales et à l'association French Healthcare. Ismaël Deo, Jean-Marc Diagy nous en parle. 4 mutuelles de santé issues de la douane, des impôts, de l'éducation nationale et d'une structure privée s'unissent pour une meilleure offre de soins qualité. Résultat de cet accord, la création du tout premier microsystème de santé. Dans le cadre de cette coopération, nous allons bénéficier de beaucoup d'informations en termes d'assistance, en termes de gestion, et ça va nous permettre d'être au goût du jour, comme on le dit, et de pouvoir avancer de manière à ce que nos centres de santé ne soient pas dépassés, ne soient pas obsolètes. Une vision qui s'inscrit dans le cadre du PASS, programme d'appui aux stratégies sociales. Nous avons pensé le microsystème de santé pour mettre ensemble les ressources financières qui ici sont apportées par des mutuelles, avec des cotisants bien sûr, et qui, parce que nous mettons des centres de santé avec eux, peuvent fournir la prestation de soins aux citoyens qui ont cotisé. Inauguré ce jour, ce cadre de santé est le fruit d'une collaboration entre le programme d'appui aux stratégies sociales et l'association French Healthcare. Objectif, intégrer les mutuelles dans un réseau de santé basé sur la protection des adhérents contre diverses éventualités.
On reste dans le domaine de la santé avec la Côte d'Ivoire qui tente par tous les moyens de résorber son déficit en plasma. Pour pallier le gap enregistré dans nos hôpitaux, l'État fait appel à un don tous les 3 mois. Un appel entendu par la Cour de cassation qui a convié ses agents à un don de sang. Le reportage Ismaël Déo est commenté par David Soyo. Ce matin, à la Cour de cassation, c'est journée de don de sang. Enregistrement des agents et prise de constance sont les étapes qui s'imposent avant le recueillement de ce liquide précieux à la vie humaine. On n'a jamais eu d'occasion comme ça. Bon, l'occasion m'est présentée. Bon, après l'explication, je trouve que c'est normal que je donne mon sang. J'espère vraiment que ce don de sang-là que nous effectuons tous pourra sauver des vies. Le CNTS, Centre national de transfusion sanguine, rassure de la bonne utilisation des poches de sang recueillies et de son coût. Il invite les populations à dénoncer toute forme de surenchère. Celui ou celle qui reçoit une information de genre, une poche de sang qui a un prix élevé que les 3 000 francs, il y a un numéro vert qui est ouvert. On peut tout de suite chercher à se renseigner pour en savoir plus. Cette journée don de sang à la Cour de cassation est rendue possible grâce au cabinet du président de l'institution. Un acte pour répondre au déficit de ce liquide précieux dans les hôpitaux. Le gouvernement a appelé les institutions, le ministère, de contribuer à reconstituer cette pénurie de poches de sang. Et le président de la Cour de cassation a entendu cet appel et a invité son personnel à venir faire un don de sang. Nous sommes là aujourd'hui pour ça. 143, c'est le numéro qu'il faudra composer pour dénoncer tout prix de la poche de sang au-delà de 3 000 francs CFA. La Cour de cassation entend multiplier cette action tous les 3 mois. Toujours dans le domaine de la santé, la 3e phase du projet relatif au traitement de la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire a été lancée à Yamoussoukro. Pour le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, cette réunion de coordination permettra aux participants de renforcer la lutte afin de proposer des solutions aux défis identifiés. Le reportage de Kader Sogodogo. Pour l'élimination de la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec l'Agence coréenne de coopération internationale, COICA, et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, ont signé un accord tripartite. Pour mener à bien cet accord, plusieurs rencontres ont lieu. Celle de Yamoussoukro vise à renforcer la coordination du projet, examiner l'état de mise en œuvre du plan d'accélération afin de proposer des solutions aux défis identifiés et explorer des pistes de réflexion pour assurer la continuité et la prévention du traitement de la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire. La fistule touche des jeunes femmes et des femmes dans des zones en Côte d'Ivoire qui ont peu ou pas d'accès à des services de santé et de reproduction. Mais je voudrais vous dire que la fistule est avant tout un problème de prise en charge de nos femmes. La réparation de la fistule est un élément très important. Mais nous devons de plus en plus faire de la prévention pour que ces cas n'arrivent pas. Cet engagement formalisé à travers un accord tripartite d'un montant de 16 millions de dollars investis par la COICA a permis de réaliser des résultats importants. Malgré ces résultats, le bilan de la phase 3 au terme de 4 années de mise en œuvre du projet est nettement en deçà des prévisions. C'est pour cela que les efforts doivent être redoublés pour atteindre la cible fixée. Notons que la fistule obstétricale touche 73 856 femmes et jeunes filles en Côte d'Ivoire. Des attestations de participation ont été remises à la fin de la rencontre. La fistule obstétricale se caractérise par une ouverture anormale entre la vessie ou le rectum et le vagin, entraînant une incontinence urinaire ou fécale permanente, ainsi que des douleurs et des infections récurrentes. Je vous donne maintenant lecture de cette brève avant de poursuivre ce journal. RTI Info a constaté ce matin du 1er août des échauffourées entre la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, et les forces de sécurité dans la commune de Cocody. Plusieurs policiers et gendarmes étaient mobilisés pour contenir les étudiants manifestants. La circulation fortement perturbée sur le tronçon Riviera 2, carrefour de la vie, a été progressivement rétablie. La 2e édition du Regional Girls Team 15
été lancée à Bouaké. L'initiative portée par le Millennium Challenge Corporation et le ministère de l'Éducation nationale vise à inciter les jeunes filles à s'intéresser aux filières scientifiques et technologiques. L'édition 2024 accueille 200 participantes issues des régions de San Pedro et de Bouaké. William Skakou, Charles Tatou pour le commentaire. 37,8% de filles se retrouvent dans les séries scientifiques contre 62,93% pour les garçons. Elles représentent également 51,1% de l'effectif dans les séries littéraires contre 48% de garçons. Cette faible représentativité des filles dans les classes scientifiques et technologiques interpelle. C'est pour permettre de prendre des initiatives afin d'outiller et d'inciter les filles à s'intéresser de plus en plus aux filières scientifiques que se tient le camp régional STEAM, qui est à sa 2e édition. Tout d'abord, avant de venir ici, je ne savais pas que les maths pouvaient intervenir dans la construction. C'est déjà une première découverte. Et aussi, j'ai découvert que les métiers scientifiques, ce n'était pas seulement réservé aux hommes. Nous, les filles, nous pouvons tout aussi relever les défis de la science. Partenaires et acteurs du système éducatif s'accordent pour une synergie d'action pour répondre à cette problématique. Le gouvernement américain a voulu financer ce camp pour permettre à 200 jeunes filles de bénéficier de ce laboratoire pour renforcer leurs compétences dans le cadre de ces vacances studieuses. Il est alors très important pour vous, jeunes filles, de changer de mentalité et de reconsidérer votre perception vis-à-vis des sciences et des mathématiques. Cette 2e édition du camp régional des STEAM enregistre la participation de 200 élèves filles issues des régions de San Pedro et de Bouaké. Ces participantes seront instruites à la chimie et à la robotique, puis aux mathématiques appliquées. On termine ce journal au Soudan avec le chef de l'armée du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui a échappé à une tentative d'assassinat hier, mercredi 31 juillet, dans l'est du pays. Selon un communiqué de l'armée, 2 drones ont mené une attaque sur une base militaire dans l'état de Mer Rouge où se trouvait le général. L'armée avance un bilan de 5 morts et plusieurs blessés, mais le général al-Burhan a survécu. Il est réapparu un peu plus tard pour affirmer que les drones ne font pas peur à l'armée. Autour de l'information ce soir à 20h. Quant à moi, je vous retrouve pour la dernière édition, celle de 23h. À plus tard.